Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Quelque chose que vous sentez depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé formuler. Parce que le formuler, ce serait admettre une vérité sur vous-même que vous n'êtes pas encore certain de pouvoir porter. Vous n'aimez pas trop. Ce n'est pas votre problème. Votre problème est ailleurs. Il est plus profond, plus ancien et en même temps beaucoup plus proche de vous que vous ne le croyez. Vous allez reconnaître quelque chose dans ce que je vais dire. Et cette reconnaissance va faire mal. Mais elle va aussi, pour la première fois, ressembler à quelque chose qui vous appartient vraiment. Parce que depuis le début de cette série, on a parlé de vous. Pas d'une théorie abstraite, de vous précisément, de la façon dont vous choisissez, de la façon dont vous sabotez. Et aujourd'hui, on ferme quelque chose, on va aller chercher la racine, ce mécanisme qui se cache sous toutes les histoires que vous vous êtes racontées, sous tous les rôles que vous avez joués dans vos relations, sous cette image de vous que vous croyez être votre vraie nature, l'image du grand cœur, celui qui reste, celui qui comprend, celui qui n'abandonne pas. Cette image est vraie. Et en même temps, elle vous ment depuis des années. Revenons à la partie 1. On a dit que vous choisissez des partenaires qui ressemblent à votre douleur d'origine, pas par masochisme, par connaissance, parce que quelque chose en vous dit « je sais où je suis quand je suis ici ». Dans la partie 2, on a dit que vous détruisez la paix, parce que vous la méritez pas, parce que votre système nerveux ne la reconnaît pas comme réelle, parce que la stabilité ressemble à du vide quand on a grandi dans le bruit. Aujourd'hui, partie 3, le dernier étage, celui que vous n'aviez pas encore vu. Vous choisissez des gens brisés et vous vous dites que c'est parce que vous les aimez, que vous voyez leur potentiel, que vous êtes capable d'une forme d'amour que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre. Un amour qui va au-delà des défauts, au-delà de la souffrance, au-delà des comportements que tout le monde vous conseille de ne plus tolérer. Et je vais vous dire quelque chose que vous allez d'abord rejeter. Quelque chose que votre défense va vouloir démanteler immédiatement. Mais restez encore un peu, parce que de l'autre côté de cette vérité, il y a quelque chose de libérateur. Ce que vous appelez amour, c'est une forme de contrôle. Pas le contrôle calculé de quelqu'un de cruel, le contrôle désespéré de quelqu'un qui a terriblement peur. Si l'autre dépend de vous, il ne peut pas vous quitter. Si l'autre a besoin de vous pour fonctionner, pour avancer, pour survivre à ses propres tempêtes, alors vous n'êtes pas remplaçable. Alors cette peur ancienne, celle qui tourne en fond depuis si longtemps que vous avez oublié son origine, cette peur-là ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Et elle a été construite brique par brique à partir d'une expérience que vous n'auriez pas dû traverser aussi seul. Mais une stratégie de survie n'est pas une façon de vivre, et c'est là que tout se complique. Pensez à la dernière personne que vous avez voulu sauver, pas la version romancée où vous étiez la lumière dans leur obscurité, la version réelle. Est-ce que vous avez vu les signaux dès le début? Oui, vous les avez vus. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment ou à un autre, avec moi ce sera différent? Oui, vous vous l'êtes dit, non pas parce que vous aviez des preuves, mais parce que quelque chose en vous avait besoin que ce soit vrai. Parce que si vous pouviez les sauver, ça voudrait dire quelque chose sur vous, quelque chose d'essentiel. Ça voudrait dire que vous êtes suffisamment précieux pour transformer quelqu'un, suffisamment important pour changer une trajectoire, suffisamment aimable. Et voilà le nœud de tout. Vous ne cherchez pas à sauver l'autre. Vous cherchez la preuve que vous méritez d'être aimé. Ce n'est pas égoïste, c'est humain, profondément, viscéralement humain. Et en même temps, cette recherche, cette quête de preuve à travers la souffrance d'autrui, elle ne peut pas vous donner ce que vous cherchez, parce que ce que vous cherchez ne se trouve pas là. Voici ce qui se passe vraiment. Sous le récit du grand cœur, vous n'essayez pas de sauver les autres.
Vous essayez de rejouer votre propre histoire pour la réécrire. Il y a eu une situation dans le passé, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard, une situation où quelqu'un était brisé autour de vous et où vous ne pouviez pas réparer, où vous avez essayé de tout votre être de petit et où ça n'a pas suffi, où vous avez appris que l'amour c'est de l'effort, que votre valeur c'est votre utilité, que si vous cessez d'être nécessaire, vous risquez d'être abandonné. Et alors vous avez grandi et vous portez encore ce scénario. Et à chaque nouvelle relation avec quelqu'un de brisé, votre inconscient dit « Cette fois, ça va marcher. Cette fois, l'effort va être récompensé. Cette fois, on va te voir. Cette fois, tu vas être suffisant. » Ce n'est pas de l'amour pour l'autre, c'est de la compassion pour l'enfant que vous avez été. Et cet enfant mérite infiniment d'être vu, d'être compris, de recevoir ce qui lui a manqué. Mais il ne le trouvera pas dans une relation construite sur le besoin d'être nécessaire. Vous n'êtes pas une victime de vos relations. Vous en êtes l'architecte inconscient. Je vous pose cette phrase, non pas pour vous accabler, mais parce qu'elle contient quelque chose que rien d'autre ne contient. Le pouvoir. Si vous êtes l'architecte, alors vous pouvez dessiner autre chose. Vous n'êtes pas condamné à reproduire le même plan encore et encore jusqu'à l'épuisement total. Vous avez une agence dans cette histoire. Vous l'avez toujours eue. Vous ne le saviez pas encore. Mais d'abord, il faut voir ce que vous avez construit. Et regardez vraiment. Vous choisissez des gens fragiles, pas parce que ce sont les seuls que vous rencontrez, parce que les gens fragiles ont besoin de vous d'une façon que les gens solides n'ont pas. Et cette différence change tout dans votre système nerveux. Quelqu'un de stable, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui n'a pas de gouffre à combler, cette personne pourrait partir demain et survivre parfaitement bien. Et ça, même sans jamais le formuler clairement. C'est terrifiant. Alors inconsciemment, vous gravitez vers ceux dont la fragilité les ancre à vous, vers ceux dont la douleur vous donne un rôle si central qu'ils ne peuvent pas vous effacer de leur vie sans quelque chose qui s'effondre. Et dans cette position, vous vous sentez en sécurité d'une façon que vous ne ressentez jamais avec quelqu'un d'entier. Ce que la partie 2 a exposé, cette attirance pour le chaos, cette incapacité à recevoir la stabilité sans la fuir, c'était le symptôme. Ce que je viens de décrire, c'est la racine. Le chaos des relations de sauvetage est encore plus addictif que le chaos ordinaire, parce qu'il a une justification morale intégrée. Vous ne souffrez pas pour rien, vous souffrez pour quelqu'un. Et ça change tout dans la façon dont vous vous racontez votre propre histoire. Vous êtes le héros, pas la victime. Et tant que vous êtes le héros, vous n'avez pas à vous demander pourquoi vous choisissez des champs de bataille. Voici quelque chose de concret, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont vécu et que personne ne dit à voix haute. Il est 3 heures du matin, cette personne vous a dit quelque chose de blessant, quelque chose que vous n'auriez jamais toléré chez quelqu'un d'autre. Et là, dans le noir, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous les appelez ou vous leur envoyez un message pour arranger les choses. Pas parce que vous avez tort, mais parce que la solitude de ne pas arranger est plus lourde que la douleur de ce qu'ils ont dit. Et vous appelez ça de la maturité émotionnelle. Ce n'est pas de la maturité. C'est la même chose que l'enfant qui marchait sur des œufs pour ne pas déclencher la crise. La même logique, le même réflexe, juste avec un vocabulaire adulte, ou encore, vous avez remarqué 1 fois, 2 fois, peut-être 10 fois, que quand cette personne commençait à aller mieux, vraiment mieux, quelque chose en vous se déstabilisait. Pas de la joie pure, quelque chose de plus complexe, une légère anxiété, un besoin de créer un nouveau problème dans la relation, de ressortir une vieille conversation, de trouver une nouvelle chose à régler, comme si l'idée qu'il n'ait plus besoin de vous était plus menaçante que leur crise. Parce qu'elle l'est. Si l'autre n'a plus besoin de vous, la garantie disparaît. Et votre inconscient fait tout pour maintenir sa propre sécurité
même au détriment de la guérison de quelqu'un que vous aimez sincèrement. Voilà le paradoxe douloureux. Votre amour est réel, et le mécanisme qui le sous-tend peut quand même être destructeur. Ces deux choses coexistent, et les tenir ensemble sans s'effondrer ni se défendre, c'est peut-être l'acte de courage le plus difficile de tout ce dont on a parlé. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose que vous ne voulez pas voir, pas pour vous faire peur, pour vous donner la seule chose qui puisse vraiment changer quelque chose, la clarté. Voilà à quoi ressemble votre vie dans 5 ans si rien ne change. Vous vous réveillez, pas tôt, pas tard, juste l'heure ordinaire d'un mardi ordinaire. À côté de vous dort quelqu'un, et en regardant ce visage, vous ressentez quelque chose que vous connaissez bien maintenant. Cette fatigue complexe, ce mélange de tendresse réelle, d'attachement sincère, et de quelque chose d'autre. Une pensée que vous refoulez immédiatement. Pourquoi est-ce que je suis encore là? Et tout de suite après, parce que tu ne peux pas partir maintenant, pas après tout ce que tu as donné, pas alors que les choses commencent à aller un peu mieux, pas alors que tu vois le potentiel que les autres ne voient pas. Ce potentiel, il est là depuis le premier jour. Il se montre juste assez souvent pour que vous restiez, juste assez rarement pour que la déception vous maintienne dans une vigilance permanente. Et vous avez appelé ça de l'espoir. Mais l'espoir, le vrai, n'est pas épuisant. Ce que vous portez, ça l'est. Vous vous levez, vous faites les gestes du matin, et pendant que vous faites le café, pendant que vous regardez la lumière entrer dans la cuisine, une partie de votre cerveau est déjà au travail. Elle analyse la conversation d'hier soir, elle anticipe ce soir, elle cherche la bonne formulation pour le sujet que vous évitez depuis 3 semaines. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Elle n'a pas arrêté depuis des années. Cette partie de vous qui devrait être libre, qui devrait penser à vos rêves, à vos projets, à la question de qui vous êtes en dehors de vos relations, cette partie-là est occupée en permanence. Et vous avez fini par croire que c'est ce que ça fait, aimer quelqu'un sérieusement, que c'est le prix de la profondeur. Ce n'est pas de la profondeur, c'est de l'épuisement qui s'est déguisé en amour. Et l'épuisement chronique, quand il dure assez longtemps, finit par ressembler à du calme. Vous ne ressentez plus la fatigue parce que vous avez oublié ce que c'était de ne pas l'avoir. Vous ne savez plus comment vous sentir léger. Vous confondez l'absence de crise avec la paix. Le soir vient. Il y a peut-être une tension. Peut-être que tout semble aller en surface. Mais vous connaissez ce fond légèrement faux. Cette normalité qui cache quelque chose de non dit, quelque chose de suspendu, quelque chose qui attend. Et avant de vous endormir, vous regardez le plafond quelques secondes. Et tout de suite après, parce que tu ne peux pas partir maintenant, pas après tout ce que tu as donné, pas alors que les choses commencent à aller un peu mieux, pas alors que tu vois le potentiel que les autres ne voient pas. Ce potentiel, il est là depuis le premier jour. Il se montre juste assez souvent pour que vous restiez, juste assez rarement pour que la déception vous maintienne dans une vigilance permanente. Et vous avez appelé ça de l'espoir. Mais l'espoir, le vrai, n'est pas épuisant. Ce que vous portez, ça l'est. Vous vous levez, vous faites les gestes du matin, et pendant que vous faites le café, pendant que vous regardez la lumière entrer dans la cuisine, une partie de votre cerveau est déjà au travail. Elle analyse la conversation d'hier soir, elle anticipe ce soir, elle cherche la bonne formulation pour le sujet que vous évitez depuis 3 semaines. Elle ne s'arrête jamais vraiment. Elle n'a pas arrêté depuis des années. Cette partie de vous qui devrait être libre, qui devrait penser à vos rêves, à vos projets, à la question de qui vous êtes en dehors de vos relations, cette partie-là est occupée en permanence. Et vous avez fini par croire que c'est ce que ça fait, aimer quelqu'un sérieusement, que c'est le prix de la profondeur. Ce n'est pas de la profondeur, c'est de l'épuisement qui s'est déguisé en amour. Et l'épuisement chronique, quand il dure assez longtemps, finit par ressembler à du calme. Vous ne ressentez plus la fatigue parce que vous avez oublié ce que c'était de ne pas l'avoir.
Vous ne savez plus comment vous sentir léger. Vous confondez l'absence de crise avec la paix. Le soir vient. Il y a peut-être une tension. Peut-être que tout semble aller en surface. Mais vous connaissez ce fond légèrement faux. Cette normalité qui cache quelque chose de non dit, quelque chose de suspendu, quelque chose qui attend. Et avant de vous endormir, vous regardez le plafond quelques secondes. Ce réflexe d'équivaloir l'absence de chaos à l'absence de sens. Cette addiction à l'intensité émotionnelle qui vous fait confondre la souffrance avec la profondeur et le calme avec le vide. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous vous autorisiez à remettre en question cette équivalence? Qu'est-ce qui se passerait si le calme n'était pas le vide, mais simplement un langage que vous n'avez pas encore appris à lire? Il y a quelque chose que Freud avait compris sur la nature de la répétition humaine qui est d'une précision presque cruelle. Il n'avait pas dit que nous répétons par plaisir. Il n'avait pas dit que nous répétons pour souffrir. Il avait dit quelque chose de beaucoup plus nuancé. Nous répétons parce que nous n'avons pas encore compris. Nous répétons jusqu'à ce que quelque chose, enfin, fasse sens. Et ça change tout. Ça veut dire que chaque relation difficile, chaque cycle, chaque schéma qui se reproduit, n'est pas une condamnation. C'est une question qui attend une réponse. Une question que vous posez encore et encore parce que la réponse n'a pas encore été trouvée, parce que vous cherchez la réponse au mauvais endroit. Vous la cherchez dans l'autre, dans leur transformation, dans leur guérison, dans la preuve qu'ils vous donnent que votre amour a de la valeur. Mais la réponse n'est pas là. Elle est en vous, dans la question que vous n'avez jamais osé poser vraiment. Cette question que le bruit constant des relations difficiles vous a permis d'éviter avec une efficacité redoutable. Qui suis-je quand je n'ai pas quelqu'un à sauver? Pas dans le sens philosophique, dans le sens pratique, quotidien, de ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez construire, ce que vous ressentez dans votre corps quand il n'y a pas d'urgence émotionnelle à gérer. Qui êtes-vous quand vous n'êtes pas en train de réparer? Cette question fait peur. Je le sais, parce que pour beaucoup d'entre vous, l'identité s'est construite tellement autour du rôle de celui qui tient, qui donne, qui reste, qu'en dehors de ce rôle, il y a une sorte de flottement, un vide. Pas un vide métaphysique, mais un vide pratique. Pas savoir quoi faire de soi quand rien ne nécessite votre intervention. Et ce vide, vous l'interprétez comme un manque d'amour, comme une relation qui ne vous apporte pas assez. Alors vous allez chercher quelqu'un qui remplit ce vide avec ses besoins, et le cycle recommence. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus précis, quelque chose que vous avez peut-être ressenti sans jamais avoir les mots pour le nommer. Il y a une satisfaction particulière dans le rôle du sauveur, pas une satisfaction consciente, pas quelque chose que vous revendiceriez si on vous le proposait directement, mais une satisfaction qui est là, silencieuse, dans le fond, quand quelqu'un vous appelle en crise, quand vous êtes celui qu'on appelle à minuit, quand vous êtes celui qui comprend ce que les autres ne comprennent pas. Il y a dans ces moments une forme de plénitude, un sentiment d'être exactement à la bonne place, d'exister pleinement. Et cette plénitude, vous ne la trouvez pas dans mes relations calmes, pas parce qu'elles sont moins profondes, parce qu'elles ne vous donnent pas ce rôle-là, parce qu'avec quelqu'un d'entier, vous êtes simplement vous, sans mission, sans projet, sans raison d'être particulièrement nécessaire. Et être simplement vous, sans utilité démontrée, sans valeur prouvée par votre sauvetage, ça ressemble à quoi exactement? Pour beaucoup d'entre vous, ça ressemble à de l'insuffisance, pas parce que vous l'êtes, mais parce que très tôt, vous avez appris que votre présence seule ne suffisait pas, que pour rester dans la vie de quelqu'un, pour mériter sa présence dans la vôtre, vous deviez apporter quelque chose, être utile, être indispensable, être le seul qui comprend, le seul qui tient, le seul qui ne part pas. Et alors vous avez construit une identité entière autour de cette utilité,
Vous êtes devenu quelqu'un qui aide, quelqu'un qui reste, quelqu'un de fort. Et cette identité a une réelle valeur. Elle vous a permis d'être reconnu, admiré, voulu dans des contextes où vous auriez autrement disparu. Mais une identité construite sur l'utilité a un coût caché. Elle vous rend dépendant de ceux qui ont besoin de vous. Elle crée un lien particulier entre votre propre sentiment de valeur et la détresse de l'autre. Quand l'autre va mal, vous existez pleinement. Quand l'autre va bien, quelque chose en vous flotte. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un câblage émotionnel qui s'est mis en place dans des conditions que vous ne contrôliez pas. Et le reconnaître, le voir clairement sans se défendre et sans se condamner, c'est le commencement du dénouement. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle presque jamais à propos de cette dynamique. Quelque chose qui est peut-être encore plus difficile à entendre que tout ce qui précède. Parfois, quand quelqu'un que vous aimez commence vraiment à aller mieux, quand votre investissement porte ses fruits et que l'autre retrouve de l'autonomie, vous sabotez imperceptiblement. Pas de manière spectaculaire, pas méchamment, mais vous ressortez une vieille conversation au mauvais moment. Vous devenez plus exigeant, plus froid, plus distant exactement quand les choses commencent à se stabiliser. Vous trouvez un nouveau problème à résoudre, une nouvelle crise à traverser ensemble, une nouvelle raison pour laquelle l'autre a encore besoin de vous. Et vous ne le faites pas consciemment. Votre conscience est entièrement honnête dans son désir de voir l'autre aller bien. Mais votre inconscient, lui, a fait le calcul. Si l'autre n'a plus besoin de moi, qu'est-ce qui me garantit qu'il reste? Et alors, il sabote doucement. Il crée de la dépendance là où il y avait de la guérison. Pas pour faire du mal, pour survivre à la peur. Regardez vos relations passées avec cet œil-là, pas pour vous condamner, pour voir. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez inconsciemment maintenu quelqu'un dans sa fragilité, où vous avez donné juste assez pour qu'il reste mais pas assez pour qu'il parte vraiment debout, où vous avez été le thérapeute, le parent, l'encre, tout sauf le partenaire? Ces questions ne sont pas là pour faire mal, elles sont là pour ouvrir quelque chose. Mais voilà ce que je veux que vous entendiez vraiment. Ce vide n'est pas la preuve que vous avez besoin de quelqu'un à sauver, c'est la preuve que vous ne vous êtes pas encore vraiment rencontrés. Et se rencontrer soi-même, pas dans une relation, pas à travers le regard de quelqu'un qui a besoin de vous, mais directement, simplement, dans le silence de sa propre présence. C'est peut-être la chose la plus difficile que vous n'ayez jamais faite. Et en même temps, c'est de là que tout peut commencer. Vous n'êtes pas condamné à ce schéma. Je tiens à vous dire ça clairement, parce que parfois, quand on a passé des années dans un cycle, on finit par croire que c'est qui on est, que c'est câblé, que c'est irrécupérable. Ce n'est pas vrai. Ce que vous avez appris, vous pouvez l'apprendre autrement, pas en un jour, pas avec une révélation soudaine, mais avec quelque chose de plus réel et de plus durable, la reconnaissance du mécanisme au moment où il se déclenche. Cette microseconde où vous sentez l'attraction vers quelqu'un de brisé et où, au lieu de plonger automatiquement, vous pouvez vous demander « Est-ce que je suis attiré par cette personne ou par la position que je peux occuper dans sa vie ?» C'est une question simple et elle change tout, parce que cette question exige que vous sortiez du récit du grand cœur généreux pour entrer dans quelque chose de plus honnête, quelque chose qui dit « Je vois le mécanisme, je ne le juge pas, je ne me juge pas pour l'avoir eu, mais je peux maintenant faire un choix différent. » Ce choix ne ressemble pas à une guérison spectaculaire. Il ressemble à un moment ordinaire où vous faites quelque chose de différent, où vous choisissez de ne pas envoyer ce message à 3 heures du matin, où vous laissez une conversation se terminer sans la sauver, où vous restez dans l'inconfort de ne pas avoir de rôle sans immédiatement chercher à vous en donner un. Ces moments petits, répétés, sans fanfare, c'est de là que quelque chose serait écrit vraiment.
Et ce quelque chose qui se réécrit, c'est votre carte émotionnelle, ce modèle interne qui dit « Voilà ce qu'est l'amour, voilà ce que je mérite, voilà ce qui est réel ». Chaque fois que vous faites un choix différent, vous posez une nouvelle donnée dans ce modèle. Vous montrez à votre système nerveux qu'il y a une autre façon d'exister dans une relation, que la sécurité ne vient pas de la dépendance de l'autre, qu'elle peut venir de quelque chose d'infiniment plus stable, votre propre présence à vous-même. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, quelque chose qui me semble important de nommer à la fin de cette série. Tout ce que vous avez fait dans vos relations, tout le soin, toute la patience, toute la générosité que vous avez déversée sur des gens qui n'ont peut-être pas pu le recevoir comme vous l'espériez, rien de tout ça n'était de la faiblesse. C'était une forme d'amour, traversée d'une peur ancienne, mais un amour quand même. Et cet amour méritait d'être reçu. Il méritait un espace où il n'avait pas à se prouver. Le travail qui vous attend n'est pas de tuer cette capacité en vous, c'est de l'orienter différemment, de l'offrir non plus comme une tentative de réparer ce qui ne vous appartient pas de réparer, mais comme quelque chose de simple, de direct, de réciproque. Vous pouvez aimer sans sauver. La relation m'aide à être plus moi-même, ou est-ce qu'elle m'offre surtout l'occasion d'être nécessaire? Les deux ne sont pas la même chose. Et apprendre à les distinguer, c'est apprendre un langage émotionnel que beaucoup de gens n'ont jamais eu l'occasion de développer. Ce n'est pas une défaillance de votre part de ne pas l'avoir encore. C'est simplement quelque chose qui peut être appris. On a commencé avec Freud. On revient à lui pour finir. Freud ne voyait pas la répétition comme une condamnation. Il la voyait comme une communication, une façon pour l'inconscient de dire « il y a quelque chose ici qui n'a pas encore été compris. Il y a quelque chose ici qui attend, et tant que ça n'a pas été compris, ça se répétera, pas pour vous punir, pas parce que vous méritez de souffrir, mais parce que quelque chose en vous cherche encore la réponse. » Freud disait que nous répétons jusqu'à comprendre, pas jusqu'à souffrir. La souffrance n'est pas le but, la souffrance est le signal. Et ce signal dit « il y a quelque chose qui mérite d'être regardé de plus près. Quelque chose qui mérite d'être compris plutôt que simplement traversé encore une fois. » Vous avez traversé 3 parties, vous savez maintenant pourquoi vous choisissez la douleur familière. Vous savez pourquoi vous sabotez la stabilité, et vous savez maintenant pourquoi vous choisissez des gens à sauver, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous avez appris à confondre l'amour avec la preuve, et la preuve avec l'effort, et l'effort avec la valeur. Vous n'avez pas à vous prouver à travers vos relations. Vous n'avez pas à mériter d'être aimé en étant indispensable. Vous n'avez pas à rejouer encore une fois le même scénario en espérant que cette fois la fin sera différente. La fin peut être différente, mais elle ne le sera pas dans la même histoire. Elle le sera dans une nouvelle. Une qui commence non pas avec quelqu'un à sauver, mais avec vous, avec la question honnête de ce que vous voulez vraiment, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous méritez non pas à force d'efforts, mais simplement parce que vous existez. Cette nouvelle-là, vous seul pouvez commencer à l'écrire, et peut-être que le premier mot de cette nouvelle, c'est simplement « j'ai compris ».